vous êtes là aujourd'hui? Pour le casting de Jean-Pierre Foucault, l'opération Jean-Pierre Foucault. Donc je suppose, parce que en fait je sais pas vraiment à quoi consiste cette opération. Je crois que c'est pour être présentateur TV. Ah, je suis là pour le casting, donc Jean-Pierre Foucault. J'ai saisi la chance, pourquoi pas, de devenir un futur chroniqueur dans des émissions de Jean-Pierre Foucault. Je suis ici aujourd'hui pour avoir une réponse à une question que je me posais depuis un petit bout de temps, à savoir si on pouvait, sans être, ça paraît un peu paradoxal, mais est-ce qu'on peut allier une passion à une ambition de carrière et c'est une réponse en fait que je suis venu chercher aujourd'hui. Comment vous avez entendu parler de ce casting? Par Jean-Pierre Foucault lui-même, à la télévision. Sur TF1, il faisait une annonce. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'arriver à la télévision, quoi, vraiment de devenir présentateur à la télévision. Comme on veut devenir médecin, nous c'est animatrice, et puis voilà. Chacun a une petite part de rêve, et puis la mienne était dans le tube catalytique. Alors, on cherche des présentateurs et des présentatrices. Je pense que ça devrait vous intéresser au plus haut point, parce que vous êtes une femme. Pourquoi c'est moi? Parce que j'ai proposé à la direction de TF1 de partir à la recherche à travers une vingtaine de villes en France de présentateurs ou présentatrices. Parce qu'on a souvent, en tout cas à TF1, des projets, mais on a des difficultés à les faire présenter par des personnes qui soient autres que Arthur, Foucault et ceux que vous connaissez. Et comme je suis moi-même issu d'un concours à la radio, il y a quelques dizaines d'années de cela, je pensais que c'était logique de proposer l'opportunité aux jeunes qui nous regardent non pas de prendre ma place, mais de trouver la leur, en tout cas à TF1, sur la plus grande chaîne de télévision d'Europe. C'est les gens qui... Écoutez, le public nous est proche, puisqu'il nous est fidèle déjà. Donc je pense que c'est logique qu'on lui rende un peu cette proximité et cette fidélité en allant vers lui. Et j'espère bien trouver ce que bientôt vous verrez chez vous à la télé. Yes. C'est bien passé? Hein? Ça s'est bien passé? Parfaitement bien, oui, c'est bien. Alors, Belle expérience. ouais. Oui, on est interrogé par Jean-Pierre Foucault, où on devait déjà préparer une petite présentation de nous-mêmes assez originale pendant 2 minutes. Et suite à ça, il y a quelques questions assez précises sur le monde de la télé qu'on veut intégrer, pour quelles raisons on veut intégrer la télé, dans quel milieu, si c'est des émissions de variété ou sportives ou autres. Voilà, on donne ses idées et puis on nous dit à bientôt. Je crois qu'il y a surtout le stress de la salle. Il y a le stress d'abord d'avoir Foucault devant soi. Parce que bon, c'est quand même pas n'importe qui, malgré que certains pensent ce qu'il est. C'est très cool, les gens sont vraiment là pour nous rassurer. Mis à part de voir Jean-Pierre Foucault qui est au fond de la salle, on essaye de ne pas y penser, puis de regarder droit dans la caméra. C'est presque familial, on se serre la main, bonjour, on rigole. C'est vrai que j'avais un avantage par rapport à d'autres, c'est que j'ai pu parler d'un ami de Jean-Pierre Foucault qui était donc Mickey. Moi personnellement j'étais stressée, mais je suis toujours stressée lorsqu'il s'agit d'oral. Je trouve ça génial qu'un homme qui est devant la caméra se déplace vraiment et voit la province. En tous les cas, c'est un exemple dans la longévité, dans le professionnalisme. Je crois qu'on n'a rien à lui reprocher là-dessus. Oui, j'appelle ça un monstre de la télé. Je l'admire ça fait énormément longtemps qu'il est là et qu'il reçoit autant d'amour de la part du public et il a l'air tellement naturel. C'est très très important. Je crois qu'un animateur de télé, c'est quelqu'un qui ne doit pas tricher, qui doit être vrai, qui doit être sincère. Donc un animateur de télé est seul, est unique. Et donc je recherche quelques personnes qui soient uniques. Un animateur télé, c'est un peu comme un membre de la famille que tout le monde s'accapare et tout le monde le voit différemment. Chacun le voit différemment et en fait
C'est quelqu'un qu'on connaît sans le connaître, parce qu'on le voit fréquemment à la télé. Un animateur télé, c'est quelqu'un qui vous passe des messages, qui influence et qui fait un petit peu, qui fait partie de la vie de chacun. La télé, c'est la société, c'est vraiment la société. La société se passe par la télé et façonne la télé. Et la télé façonne en retour la société. J'espère que j'ai pas été trop long. Pas été trop long. C'est bon? C'est bon? Bon. Merci Cut. beaucoup. Toujours pas? Cut. On vous a entendu là cet après-midi, vous travaillez beaucoup, votre esprit est partout à la fois. Votre secret, votre puissance de travail, vous la tirez d'où? Je fais toujours ce qui me plaît. Alors pour moi, il n'existait pas travailler. Je suis travailler pour jouer. Alors je joue. Alors à ce moment-là, on est très content. On fait ce qu'on aime. Travailler, ça devenir travailler dans ce qu'on n'aime pas. Hein? Voilà. Et donc vos règles, la règle du jeu de votre vie, il y en a? Il y a des règles? Non. Des règles de jeu, non. Je ne pourrais pas dire comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire devant cette question si bizarre? Une pomme n'a pas une règle de jeu. Une pomme? Non, une pomme n'a pas une règle de jeu. Elle naît en obéissant à des forces mystérieuses. Elle obéit. Je pense que la liberté, c'est l'obéissance aux lois cosmiques. C'est ça. Alors, il n'y a pas de loi, de règles de jeu. Il y a une obéissance naïve et humble aux forces vitales. C'est votre cas. Vous obéissez. Je ne suis pas un cas. Vous êtes? Vous me dites c'est votre cas, je ne suis pas un cas. Et donc vous diriez, vous répondez quoi? Je vous dis, vous êtes un cas, vous dites non, je ne suis pas un cas. Non, parce que vous, comme toute personne qui fait la télévision, vous voyez des objets, vous ne voyez pas des êtres humains. Vous avez devant vous un vrai être humain. Parlez-moi comme un être humain. D'accord. C'est pas un objet. Non, d'accord. C'est pas un objet télévisif. Quand je dis cas, je dis pas objet. Hein, alors qu'est-ce que vous devez? Parce que l'être humain, c'est pas comme une voiture qui se démonte en pièces, en loi. L'être humain, c'est comme une carte de tarot mystérieux, comme un rêve. On ne peut pas l'interpréter. C'est difficile de parler de soi-même. Vous voyez comment je suis gêné? Vous faites que des questions, je dois me définir à moi-même. C'est gênant. On ne sait pas qui on est. Je vais essayer d'être moins gênante. Vous êtes à Tours. Non, vous n'êtes pas gênante. On ne vous critique pas. Les questions nous gênent, mais pas vous. Vous n'êtes pas vos questions. Bon. Autre chose, un autre domaine. On est à Tours et votre domaine, si j'ai bien compris, j'essaie de comprendre humblement les choses, votre domaine c'est l'imagination. Quand vous venez à Tours, est-ce que au niveau de votre imagination, ça vous renvoie à des images, à des sensations particulières, cette ville? Je viens spécialement à Tours, ça m'intéresse parce que c'est une ville mystique, il y a Saint-Martin. Et ça, c'est une base merveilleuse qui m'a beaucoup attiré. C'est une générosité merveilleuse. C'est un mythe fondateur. Non? Parce que la chapelle, le mot chapelle vient de Saint-Martin, comme vient de me le dire un ami ici. Alors j'aime beaucoup les mythes fondateurs. D'ici est sorti un mythe fondateur. C'est merveilleux ça, venir à la source. Ici, le pape venait ici, n'est-ce pas? À la tombe de Saint-Martin. Donc il y a une force spirituelle tellurique intéressante. Et comme ça s'appelle Tours, c'est comme la tour du tarot. Comme la tour du tarot. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais.
mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Heureux d'être chez vous, d'autant plus que j'ai retrouvé le soleil un peu en arrivant à Tours, alors qu'on est parti de Paris avec un gros brouillard. Soleil à Tours, mais également le soleil sur la bourse, puisque la bourse a progressé aujourd'hui, si toutefois vous ne l'avez pas entendu dans la voiture France Info, la bourse a progressé de 3,07%. On a repris plus que ce que l'on avait perdu hier. Hier, il s'agissait donc bel et bien d'une consolidation. Je voudrais quand même vous rappeler qu'après avoir beaucoup baissé, puisque le CAC est encore en baisse de plus de 28% depuis le début de l'année, depuis le 9 octobre, nous avons touché le plus bas, on a quand même repris plus de 20%. Hier et avant-hier, nous avions consolidé. Hier, à 2,44%, et c'est peut-être un peu plus qu'une consolidation, en fait, non. On a rebondi immédiatement. Les chiffres américains, quand on les regarde au jour le jour, il y a à boire et à manger, comme d'habitude, mais il y a plutôt quand même de bonnes choses. Mais là, je laisse pour aujourd'hui 20% de reprise en un peu plus d'un mois à la bourse, encore quand même 28% de baisse depuis le début de l'année. Aujourd'hui, plus 3,07%. Le bilan est donc très favorable. Il y avait du soleil à Tours, mais il y en avait aussi à la bourse aujourd'hui. Alors L'Oréal, je dois rappeler, aujourd'hui 72,55 €, plus 3,13, ça c'est un petit peu mieux que le CAC, bravo. Une baisse de 10,32% depuis le début de l'année pour L'Oréal. J'ai envie de dire seulement, puisque je vous le disais, le CAC 40 perd 28,34%. Le cliff, c'est pas pour le plaisir des anglicismes dans ce pays qui est le berceau de la langue française, mais cliff en anglais c'est une falaise. Et d'une falaise, on regarde l'horizon. Et les vagues viennent au pied de la falaise sans vous empêcher de continuer à regarder l'horizon. À fin septembre, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'est élevé à 10,8 milliards d'euros, avec une progression en données comparables, c'est-à-dire hors effet monétaire et hors effet structurel, de 8,6%, ce qui est une progression tout à fait conforme à ce que nous prévoyons et c'est de nature à nous réjouir. Alors maintenant, en quelques chiffres. Depuis 1999, quelques chiffres ici, le chiffre d'affaires, la marge brute d'exploitation brute, sur base historique et sur base récurrente, la rentabilité des capitaux engagés, qui est le rapport entre notre résultat opérationnel et les capitaux, qu'ils soient sous forme d'incorporels ou de corporels, et le BNPA et les dividendes. Alors, au titre de l'activité, et c'est ce qui explique le redressement encore modeste de notre rentabilité, l'activité a marqué sur T3 une amélioration de plus 4,2% si l'on prend l'effet volume et l'effet prix. De manière séquentielle, entre Q1, Q2 et Q3, Q1, on a constaté une augmentation progressive des volumes. Q2, on pensait que c'était reparti, et Q3, il y a eu à nouveau un infléchissement, ce qui se traduit in fine par cette progression d'une année sur l'autre par rapport à un trimestre 2001 qui avait été extrêmement bas. Dans ce contexte, les résultats des 9 premiers mois, je dirais, traduisent une bonne résistance de Total Finance, notamment quand on compare aux autres sociétés pétrolières. Alors, pour le futur, eh bien, nous allons continuer à nous démarquer de la concurrence en ayant une politique de croissance beaucoup plus agressive. Voilà, je pense qu'il est temps de se quitter. Je voudrais vous dire qu'un encouragement, tout d'abord, c'est que le Nasdaq vient de passer les 3% de hausse. Si vous souhaitez un joyeux Thanksgiving aux Américains, nous, on va avoir une fin de semaine sûrement assez calme puisqu'ils ne seront pas là. En attendant, bien, il nous reste, je crois, M. Anniver, un cocktail. Il se fait où? Là, au même niveau que nous, là? Ok, et bien alors à tout de suite au cocktail. Merci.
parle. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, pour souffler un peu, une petite page de publicité. Nous aspirons à une vision, une stratégie, mais nous voulons surtout tout de suite et l'initiative et l'action. C'est ce que vous avez su mettre en œuvre dans le domaine de la sécurité, où le gouvernement agit fortissimo. Dans le domaine économique et social, le moderato ne suffira pas. Nous attendons beaucoup et vite, parce que trop peu et trop lentement ne suffira pas à enrayer cette perte de vitesse nationale dont on a pris conscience à l'étranger, mais que l'opinion française se refuse encore trop souvent à regarder en face. C'est pourquoi nous appelons à un ambitieux programme de réforme et de modernisation, à un signal fort de volonté de changement, dans une France de la réforme, du changement, de la modernité. Nous apporterons plus encore notre volonté, notre dynamisme, notre expertise, nous investirons, nous innoverons, nous formerons, nous multiplierons les créations d'entreprises. Oui, Monsieur le Premier ministre, les entreprises que vous appelez à la mobilisation répondront toutes présentes pour sortir des ornières de l'immobilisme et hélas ces dernières années de l'archaïsme dans lequel nous sommes enlisés. Nous appelons à la réforme de l'État, à la réduction de la dépense publique, à la modernisation de la fiscalité, à la refondation sociale. L'esprit d'entreprise, c'est aujourd'hui l'esprit de la réforme. Et le MEDEF, pendant mon deuxième mandat, ne cessera d'y insister. Et si je prononce ce mot France, je sais qu'il évoque en nous tant de sentiments enfouis au plus profond de nous-mêmes. Oui, il y a plus que jamais une envie de France, un bonheur d'être français. Et souvenez-vous ces images, c'était il y a un peu moins de 2 ans, 2 jours avant le 14 juillet, cette marée de drapeaux bleu, blanc, rouge, le drapeau de la réconciliation nationale, le blanc du roi, le blanc de Jeanne d'Arc, le blanc de Bouvines, le bleu et le rouge du peuple de Paris, le rouge du sang des martyrs, le bleu du ciel, notre drapeau. Souvenez-vous de cette Marseillaise jaillie spontanément dans les stades, sur nos places, dans les... Ouais, ça va. Bon, allez. Ça va bien? Ouais. Bon, il arrive. Ça va bien? Ça va, ça se passe bien. Oh bah ici, c'est pas ici qu'on aura du problème. C'est déjà attaqué là-bas, c'est déjà attaqué à l'hôtel de police, on a déjà les manifestants. Allez, courez, courez. Oui, oui, je sais. Ah, franchement, super.
Ré, 22 messages reçus. Alors tu te mets là. Oui, je reste là. Je vais voir en fonction de la valise. Ils arrivent, il va arrêter sa voiture là. Il va jusqu'à la voiture. Ouais. Mesdames et messieurs, mes chers amis, ça fait des années que dans notre pays, nous n'avons pas mis en œuvre la politique que les Français attendaient de nous. Et si c'est difficile, c'est parce que justement, depuis tant d'années, un certain nombre de personnes se sont habituées à ce que la loi ne soit pas appliquée. Eh bien, cette époque est révolue. Je rencontrais le président des urgentistes l'autre jour. Il me disait, monsieur le ministre, notre métier a changé. On reçoit moins de corps déchiquetés dans nos services d'urgence. Rien que pour cela, il fallait le faire. Sur 2003, en France, 150 000 victimes de moins. 150 000. 10 fois la ville de Saint-Cyr. Ces 150 000 personnes, elles ne viennent pas voir vos députés ou vos sénateurs ou vos élus. Parce que naturellement, elles ne le savent pas. Mais moi je vous le dis, 150 000 qui auraient dû être agressés si j'avais laissé faire les choses et qui ne l'ont pas fait. Moi je ne suis pas là pour trouver des explications. Pourquoi on viole une petite dans la cave sordide d'un immeuble? Pourquoi on casse le bras d'une vieille dame? Toutes ces explications n'ont abouti qu'à une seule chose. Quand on tente d'expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable. Quand on jette un avion rempli d'innocents contre 2 tours remplies de personnes qui ne demandaient qu'à vivre, il n'y a rien à expliquer, parce que c'est un crime abominable, il y a à punir et à châtier, et que rien ne peut le justifier, l'excuser ou l'excuser. Monsieur le ministre, vous aime. Avec lui, il est encore asphyxié. Comment il complètement 450 km. Non, Boussonard, c'est à la zone présahélienne. Hein. Déjà, on est limite savane. On est limite savane. C'est la savane. Comment il fait? Il a un fluide, un magnétisme. Oh, il l'a pris. T'as vu ça, hein? Je n'osais pas lui dire, un truc, 4 trucs en 4 jours pratiquement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une casse au petit garage de Escotet, les gars sont passés par la clôture, ils ont envoyé tous les batteries neuves et les pneus. Ah après, ouais, il y a eu un bon 4 tonnes de ciment, là, pour avoir envie de travailler. Et puis, j'ai oublié, c'est ça au foot, là, ils ont dépensé les huissiers, tout ça, avec 4 trucs, c'est ça. Tu te rends compte, ils ont piqué 2 packs de bière. Alors, ils ont même défoncé les portes ouvertes, ça veut dire. Ils ont pris les pinces monseigneur, au lieu de voir un peu s'ils étaient ouverts, ils ont pris les pinces monseigneur. Tu te rends compte, c'est fou ça. C'est bon, faille.
C'est que nous savons que nous allons gagner. Nous allons gagner pour quoi faire? C'est parce que vous voulez gagner. Oui. On ne peut pas tout cadenasser, tout enfermer. Il y avait un vent glacial ce jour-là et on inaugurait un tronçon d'autoroute entre Tours et Le Mans. Je voulais voir comment ça se passait, inaugurer une route. Bon, ça commence mal, il y a des policiers en nombre, on me dit que c'est à cause des manifestants, ils ne sont qu'une vingtaine, employés de la DDE, inquiets de la privatisation des autoroutes et aussi frigorifiés que les hôtesses de Cofiroute. Je n'ai pas de carte de presse, le chargé de communication ne veut pas me laisser entrer. Finalement, il accepte quand il me voit en train de discuter avec un journaliste de France 3. Je franchis donc la barrière de sécurité dans la voiture de France 3 et me voilà sur le parking. Donc voilà le début du tronçon. Les invités, nombreux, sont emmenés en bus pour voir l'autoroute. J'attends dehors, les manifestants sont toujours une vingtaine. On attend des ministres. Les invités revenus de leur promenade en bus entrent dans le barnum dressé pour l'occasion. Oui, excusez-moi Louis-Jean, mais si vous permettez, cher Louis-Jean, avec Sarthe-Touraine, c'était avant tout le nom de votre association, de l'association de tous les maires concernés par l'autoroute A28. C'est maintenant le nom d'une aire de service et en souvenir de l'action que vous avez menée tant pour l'autoroute que pour le respect des paysages de la Sarthe et de la Touraine.
en souvenir de l'association 28 Sarthe, permettez-moi de vous offrir cette maquette Les premiers discours, je suis aussi venu pour entendre cela. Petite marque d'affection, remerciements, satisfaction partagée, paroles convenues de personnes d'un certain âge, onctueux, gominés, maires de petites communes, présidents de conseils généraux, toute une clientèle à flatter. C'est aujourd'hui un sentiment de reconnaissance qui m'anime. Reconnaissance tout d'abord à mesdames et messieurs les maires et conseillers généraux de la Sarthe à l'Indre-et-Loire qui m'ont témoigné leur confiance tout au long de ces années. Si vous êtes aussi nombreux, c'est que cet événement est d'importance pour l'avenir de nos deux départements. En toute chose, il faut attendre pour bénéficier et jouir d'un produit qu'on a longtemps désiré. Je crois que la 28 a été quelque chose qui s'est fait attendre par des... En même temps, on sent dans la salle qu'on attend les ministres, point d'orgue de l'inauguration. Pendant la construction. Il est vrai qu'on peut quelquefois regretter le nombre de camions qui roulent sur nos routes, mais bien entendu, les entreprises travaillant en flux tendu, il est nécessaire qu'elles soient approvisionnées au jour le jour et qu'elles puissent évacuer leurs produits. Je crois que les autoroutes ont cette vertu d'irriguer l'économie. Les discours sont terminés, on fait ressortir tout le monde du Barnum. Il ne manque plus que les ministres. Cet hélicoptère les amène. Les ciseaux pour couper le ruban. Voici les ministres qui ont quitté l'hélicoptère pour parcourir en voiture les 200 derniers mètres, ce qui paraît logique pour inaugurer une route. Donc lui, c'est Perben. Il était garde des Sceaux, mais maintenant il est ministre des Transports, donc il vient inaugurer l'autoroute. En revanche, ce qui me surprend, c'est que derrière Perben, il y a Renaud Donnedieu de Vabre, le ministre de la Culture et de la Communication. C'est même lui qui va couper le ruban. Il n'est pas en charge des autoroutes. Par contre, il veut être maire de Tours, la ville qui se trouve à l'autre bout du tronçon. Dominique Perben, ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer. Merci. Merci, cher Renaud Donnedieu de Vabre, ministre de la Culture, d'être avec nous cet après-midi. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents des conseils généraux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je crois que nous nous réjouissons tous de partager ce moment de plaisir, d'inauguration, d'action résolue des élus, et je veux à mon tour leur rendre hommage, aura en effet été une des clés de la réussite de ce projet. Merci à vous, Mesdames et Messieurs responsables locaux, qui avez voulu cette réalisation et qui avez tout fait pour qu'elle s'agisse de favoriser l'emploi, favoriser des transports propres et durables, contribuant ainsi au développement durable. Et grâce à cette mobilisation, à la fois des moyens dégagés grâce à la privatisation des concessions des sociétés d'autoroutes et grâce à ces partenariats publics-privés, nous allons pouvoir accélérer l'effort d'investissement dans les infrastructures de transport. Je vous remercie. Alors là, on croit que le ministre de la Culture va parler. Mesdames et messieurs, le cocktail est ouvert.
Le point presse pour la presse, ou tout juste à droite. Je fonce donc au point presse pour la presse. Ah bon, il va bien essayer. Ah, c'est lui qui bosse pas. Voilà. Effectivement, Père Ben bosse avec la presse et personne n'interroge le ministre de la Culture malgré le carton avec son nom dans la salle de presse du point presse pour la presse. Voilà, c'est terminé, il fait encore plus froid, je ne peux plus tenir la caméra. On est le 12 décembre 2005, l'autoroute sera ouverte à la circulation le lendemain pour l'irrigation économique, la création d'emplois et le développement durable. Je voudrais tout simplement vous souhaiter une excellente année. Alors vous allez me dire, c'est un propos un peu habituel, mais je voudrais le faire avec beaucoup de sincérité pour vous dire que pour moi c'est particulièrement agréable de vous retrouver. Être ministre de la Culture et de la Communication, ce n'est pas être en charge uniquement de ce qu'on peut appeler les loisirs intelligents, une sorte de cerise sur le gâteau, mais c'est être en charge de l'attractivité d'un pays. Et ça se décline bien sûr aussi région par région et ville par ville. Depuis 22 mois que je suis ministre de la Culture et de la Communication, j'ai fait 284 déplacements dans l'ensemble des départements métropolitains. Et j'observe, et je glane un certain nombre d'idées. Et parfois je me dis, oh là là, mais pourquoi c'est pas réalisé à Tours? J'essaye de faire en sorte, jour après jour, d'être utile à chacune et à chacun, d'être utile à l'attractivité de notre pays, d'être utile à l'activité des artistes et techniciens qui travaillent dans l'ensemble du secteur culturel de notre pays. J'y consacre beaucoup d'énergie. Et ce que j'essaye en permanence de faire, c'est d'être aussi proche de toutes les difficultés, les tensions, les crises. Si nous voulons rester la première destination touristique mondiale, nous avons intérêt à être très actifs parce que les compétitions sont nombreuses. Je souhaite, au cours de l'année 2006, être le plus utile à chacune et à chacun d'entre vous, ici, dans ma ville et au plan national, dans la fonction que j'ai l'honneur d'assumer. J'ai beaucoup de soucis dans le crâne, j'ai beaucoup d'impératifs, j'ai beaucoup de tensions, mais je suis heureux et fier d'accomplir cette fonction. J'espère que vous aurez un peu de fierté de temps en temps en vous disant que le simple conseiller municipal de Tours, que le simple ministre de la Culture et de la Communication que je suis, essaye d'être utile à ses compatriotes. C'est le vœu que je forme devant vous en votre nom pour moi. Merci.